Bonjour tout le monde. Toute petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Philippe Marichal. Je suis rôliste depuis 1984 et j'ai commencé avec Mega. Bonjour tout le monde. Je suis aussi auteur. J'ai fait des Yoxototri. Je suis en train de travailler sur une version faite de Berlin 18 qui a été financée il y a quelques semaines de ça maintenant et qui devrait sortir début de l'année prochaine. Et chez 500 nuances de guide, j'ai été traducteur et chef de projet sur à peu près tous les trucs faits qui sont sortis. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler pour moi. On est là pour parler de quelque chose qui, moi, me tient assez à cœur, c'est les joueurs sont des maîtres de jeu comme les autres. Dans le jeu de rôle traditionnel, le maître de jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire des règles, il va préparer un scénar, préparer un monde, des scènes, des PNJ, des factions, des rebondissements, et le joueur, il vient, il met les pieds sur la table, il lance les dés, et puis c'est tout. Donc il y a quand même un moment où, dans la pratique de tous les jours, ça a un peu commencé à coincer. Quand on est étudiant, qu'on a plein de temps devant soi, c'est jamais un problème de préparer, de tout penser comme ça à l'avance, parce qu'on a du temps. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez des gosses, un boulot, une maison, un chien, des responsabilités, il y a à partir du moment où on ne sait plus faire ça. Et donc on prépare moins. Mais du coup, on arrive moins préparé, en tout cas c'est ce qu'on pense l'être. Et puis après un moment, je me suis dit, pourquoi est-ce que je devrais bosser tout seul? Après tout, il y a des mecs devant moi, là, et des filles, ils sont 4-5, ils ont aussi plein de bonnes idées. Et pourquoi pas, petit à petit, les amener à faire des trucs qui vont aider tout le monde autour de la table. Et le maître de jeu, mais aussi les joueurs. Pour qu'on ait quand même une partie qui soit quand même un peu sympa, quoi. Donc là, la conférence va porter sur toute une série de trucs que les joueurs peuvent faire, que le maître de jeu peut faire, pour petit à petit que les responsabilités qu'en général on laisse toujours au maître de jeu, elles soient un petit peu partagées en tout le monde. La narration entre autres, mais pas que ça. Pourquoi faire ça? Je l'ai déjà un petit peu touché à un mot. Un, parce que j'ai plus le temps de préparer. Deux, parce qu'en général, il y a plus dans 5 têtes que dans une, surtout la mienne. En général, si les joueurs vont commencer petit à petit à inventer des trucs, on se leur pose des questions sur le monde, et petit à petit, ils vont eux aussi inventer des choses, tout le monde va pouvoir les se réapproprier et tout le monde va être beaucoup plus impliqué. De par le fait que, c'est pas seulement les idées du maître de jeu qui sont sur la table, mais aussi celles des joueurs. Normalement, plus d'applications, plus de fun. J'ai pas toujours envie que ce soit moi qui boulotte. Et en même temps, je me dis que les joueurs aussi peuvent faire un peu de boulot. Tout ça donc m'a amené à me dire, il y a peut-être moyen d'avoir des techniques, des choses qu'on peut faire, des petits trucs qui font que petit à petit, il ne faut pas y aller trop vite. On va peut-être partager un petit peu toutes les responsabilités du maître de jeu autour des 5 ou 6 personnes qui sont autour de la table, plutôt qu'une seule. Il y a déjà pas mal de jeux qui le font. Je pense à des fiascos ou des machins comme ça, ou des fêtes ou des PBTA, mais ici je vais surtout plus me concentrer sur des jeux un peu plus traditionnels, où effectivement le maître de jeu en général a une espèce de grosse responsabilité sur ses épaules. Oui. Donc voilà, donc ici la personne, je connais pas ton prénom. Ah oui, si Pierre, désolé, j'ai joué avec toi tantôt. Mauvais. Donc disait que on peut aussi donner des carottes aux gens, des XP pour ceux qui viennent avec un résumé ou ceux qui s'investissent un petit peu plus. C'est effectivement une façon de faire. Moi, je vais rester plus dans une optique de partage et de tout le monde apporter quelque chose sans spécialement avoir une carotte, quoi. Logiquement, comment je veux dire, le fun sera la récompense en elle-même. Oui, Bastien? Dans les réseaux, je pense qu'il y a aussi la question de fatigue, le maître de jeu qui fait tout à table et qui amène des idées, fait les règles, etc. Il se fatigue, et plus
Mmh. autour de la table, c'est aussi une question de répartir un petit peu la fatigue et surtout s'assurer que le maître de jeu il est toujours la balle au beau pour avoir un jeu de qualité. Oui, donc voilà, ce que Bastia disait, donc c'est la fatigue du maître de jeu aussi peut évidemment entrer en compte dans la qualité de la partie en général, et que si les 5 bossent au lieu d'un tout seul, bah, ça permet de répartir la fatigue sur un peu tout le monde. Maintenant, dans ce genre de truc, évidemment, ce que je vais vous dire, bah, c'est mes idées à moi. Je pense qu'elles sont pas trop mauvaises. J'ai pas la vérité absolue. Ce que je vais vous dire, ça ne marchera pas avec tout le monde. Il y a des joueurs qui vont vraiment être pas du tout réceptifs à ça, et bah, parfois c'est pas grave. Si vraiment ça coince, bah, il faudra en parler avec vos joueurs. Et en même temps, c'est un truc qui peut revenir assez souvent, quand il y a un truc qui ne va pas parler avec vos joueurs. Le jeu de rôle est une activité sociale qui se passe à plusieurs, et quand il y a un machin qui coince, en général, c'est toujours bien de parler avec ses joueurs, ou les joueurs de parler avec son maître de jeu. C'est un peu une règle d'or. Donc faites ça petit à petit. Voyez ceux chez qui ça va marcher. Bah, tant mieux, essayez du coup de plus en plus les accaparer et leur proposer plus de choses. Et puis sur ceux que ça marche un peu moins bien, bah, ça ne sert à rien de les pousser parce que de toute façon ils vont se bloquer. Donc voilà. Il faut y aller mollo, il faut y aller petit à petit. Et si vous voyez que ça marche bien, bah, vous pouvez passer la deuxième et à la limite la sixième et foncer, si vraiment tout va bien, quoi. Alors, commençons vraiment le cœur du sujet. Donc, puisqu'on a dit que les joueurs pouvaient être des maîtres de jeu comme les autres, bah, en fait, c'est quoi un maître de jeu? Qu'est-ce qu'il fait le maître de jeu? Pour moi, il y a en fait là 3 grands axes. Un maître de jeu, ça va être un créateur. Il va éventuellement créer un monde, ou au moins un scénario, des idées, un rebondissement, un truc de départ. Il va créer des PNJ avec des motivations, avec des buts. Il va peut-être créer des factions aussi. Il va créer une corpo dans un truc de Shadowrun. Il va créer des vampires de différents clans dans une ville. Il va créer plein de choses. Ça, c'est une des premières responsabilités qu'il a par rapport à son travail de maître de jeu. Le deuxième grand axe, il va être un animateur aussi. Pendant la partie, bah, c'est lui qui anime. C'est lui qui va en général proposer des scènes, qui va gérer le tempo. Est-ce qu'on va aller plus vite ici, moins vite, prendre le temps, pas prendre le temps? Quand est-ce qu'on arrête une scène? Bon, limite, des fois, ça va être très clair, mais des fois, ça va lui dire, bon, ok, stop, ici, on arrête, on passe à autre chose. Ça sert à rien de s'éterniser sur le même truc pendant des heures. C'est lui aussi qui gère le temps de parole. Parce que, bon, en général, les joueurs, ils vont tout parler, c'est quand même lui aussi qui va à un moment devoir dire stop, attends, toi, sinon c'est toujours le même qui parle et ça va pas. Donc il fait plein de choses. Il anime les PNJ aussi, c'est lui qui joue les autres machins, il fait plein de trucs comme ça. Et son dernier truc, bah, c'est un arbitre. Des jeux de rôle, dans le mot il y a jeu, et qui dit jeu dit en général dit règles. Et donc l'arbitre, bah, c'est lui qui va prendre les règles et les mettre en application et dire qui fait un jet de quoi, compter les points à des monstres, que sais-je encore. Donc ça, c'est vraiment les 3 trucs principaux que le maître de jeu font. Donc c'est un créateur, un animateur et un arbitre. Et donc là, bah, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire dans ces 3 pôles pour s'aider en général. Donc dans les 3, comme je disais, bah, le premier auquel je vais parler, c'est la partie arbitre, parce que je trouve qu'en général, c'est là il y a relativement peu de choses que les joueurs peuvent faire. Ça peut être des grosses choses qui peuvent aider beaucoup, mais il n'y a quand même pas des masses de trucs différents. Première chose qu'un joueur peut faire pour aider le rôle d'arbitre du maître de jeu, c'est apprendre ses règles. Moi, c'est un truc qui me gonfle un peu quand les joueurs viennent et qui savent jamais quoi faire, et c'est quoi qu'il y ait des machins. Bon, au bout de 10 parties, ça me gonfle un peu. J'espère quand même en général que mes joueurs vont un tout petit peu s'impliquer dans le truc, et au moins savoir le minimum des choses. Maintenant, ça ne marche pas toujours. Il y a toujours des gens qui sont réfractaires, et donc du coup, bah, ceux qui connaissent bien les règles, ils ont qu'à aider leurs petits copains. Et donc, c'est pas toujours le maître de jeu qui doit aller ouais, fais ceci, lance tel dé, let machin. Autour de la table, on est 5 à plus ou moins connaître les règles, aidez vos copains. Ça, c'est une première chose que vous pouvez faire pour aider votre maître de jeu, et pour aider les autres aussi. Quand je demande d'apprendre ces règles, ça peut aussi parfois être dans des jeux ou avec des trucs très spécialisés, genre dans Shadowrun pour aller dans la matrice, ou bien dans Rêve de Dragon pour les magiciens qui doivent monter le intermédiaire, des trucs comme ça. Bah, les règles sont un peu velues, et si les joueurs les connaissent bien, bah, ça va aider tout le monde, ça va faire avancer la partie, et ce sera un peu mieux pour tout le monde. Le maître de jeu n'aura pas devoir être le spécialiste des 250 pages de règles qu'il veut, il va juste pouvoir essayer de plus se concentrer sur la partie et les rebondissements.
Donc être le spécialiste de quelque chose, ça peut aussi aider. Maintenant, au niveau des règles, vous pouvez aussi aider le maître de jeu, par exemple, en vous appropriant une partie des attributs des PNJ. Petit truc comme ça qui marche assez bien, c'est si vous demandez à vos joueurs de compter les points de vie des monstres sur lesquels ils tapent. Le maître de jeu n'a plus besoin de se tracasser de ça. Le joueur en face de lui, il lance son D8, il voit qu'il a fait 6 points de dommage au gobelin, ben il compte 6. J'ai fait 6, ok. Et puis le coup suivant, il leur a fait 4, bah, alors tout ça va faire 10, et bah, est-ce qu'il est mort, oui ou non? Et donc, bêtement, avec un petit truc comme ça, bah, les joueurs vont déjà être un peu plus éveillés parce qu'il va falloir compter ça en plus. Et le maître de jeu il aura un peu moins se tracasser sur comment sont ces monstres, et ça le dégage un petit peu. Maintenant qu'on parle des règles, en général, il y a aussi des gens qui sont parfois un petit peu stricts avec les règles, qui sont un petit peu le bonus de +1, tu l'as oublié, c'est super important. Alors ça, c'est une autre de mes règles d'or, c'est « sois pas un gros connard ». Donc, si effectivement tu connais bien les règles, c'est super, mais fais pas chier tout le monde avec ça. Aide les autres quand ils en ont besoin. Ne les aidez pas à chaque coup non plus, ça sert à rien. Le mec, dès qu'il voit que quelqu'un lance à des vagues, il dit « Oui, attends, n'oublie pas ton bonus machin, n'oublie pas ta force bidule, laissez-le faire. » Et si vraiment il rame un peu parce qu'il a dur, bah aidez-le. Mais laissez-le aussi un petit peu se débrouiller tout seul. Oui. Ouais. Ouais. Donc l'idée c'est qu'en fait parfois les bonus en plus c'est pas si important que ça. Là évidemment ça dépend d'un jeu à l'autre, ça dépend un peu parce que certains joueurs jouent vraiment avec les règles, c'est super important et tout le monde est d'accord là-dessus, et le moins de +1 peut avoir son importance parce qu'on joue super tactique, machin, etc. D'autres s'en foutent royalement et on fait un petit peu ça au pif, et une fois de plus ce sera chaque table un petit peu à régler comme ça son niveau de ce qu'il a envie de faire ou pas. Ouais, ça va, parfait, excellent exemple. Le joueur ici, il connaît mieux le règle que le maître de jeu, et donc du coup il l'aide. Bah voilà, le maître de jeu il a des trucs en moins à se tracasser, il peut se tracasser des choses plus importantes comme les rebondissements, qu'est-ce qu'on fait son PNJ, des machins comme ça. Ça c'était donc la partie arbitre, c'est un machin sur lequel on va pas rester très très longtemps. Maintenant il y a la partie animateur. Là aussi, dans les jeux de rôle traditionnels, c'est souvent le maître de jeu qui s'occupe de ça, et c'est plus difficile à déléguer chez les joueurs la partie animation. C'est plus compliqué évidemment pour un joueur de dire bah tiens, intermets-moi ce PNJ. Bon, si c'est le maître aubergiste, on s'en fout, c'est facile, mais si c'est un PNJ important, le joueur il peut pas savoir ce qu'il doit faire. Donc du coup, c'est quand même une partie de responsabilité du maître de jeu qui reste en général c'est souvent chez lui. Malgré tout, il y a quand même plein de choses qu'on peut faire. Par exemple avec un mot tout bête qui est bêtement le respect. Et pourquoi est-ce que je parle de respect? Parce que autour de la table on n'est pas tout seul, on est plusieurs, et donc une des choses que vous pouvez faire tout simplement c'est être à l'écoute des autres. C'est pas toujours votre perso devant, c'est pas toujours lui sur lequel la lumière va se focaliser, mais c'est aussi sur celui des autres. Et donc parfois il est je trouve moi en tout cas assez sympa de se reposer, rester sur sa petite chaise, écouter les autres faire leur machin, et juste être là pour mettre en valeur les persos des autres. Ça, c'est un truc aussi qui peut aider pas mal à la table. Et peut-être que pendant tout un scénar, votre personnage ne va pas faire grand-chose, à la limite, il va être un peu hors trait, il va être un peu le faire valoir, mais c'est pas grave. Au scénario suivant, ce sera un autre qui le sera. Et puis après, ce sera vous. Et si tout le monde fait un petit peu ça, tout le monde pourra être un petit peu la vedette au fur et à mesure, et on permettra d'un petit peu partager ça un peu mieux, parce que je connais aussi pas mal de personnes qui effectivement ont plutôt tendance à essayer de crier plus fort que son voisin pour se faire entendre, et c'est moi. Bon, je pense qu'il y a moyen de faire un machin un peu plus respectueux. Merci, voilà. Paraît que je le fais, donc et que c'est chouette. Voilà, c'est une partie sur laquelle moi j'ai pas des masses de choses à dire parce que en général c'est plus compliqué. Maintenant on peut aller plus loin. On peut aussi par exemple, en général c'est le maître de jeu qui va
soit implicitement, soit explicitement par rapport à ce qui se passe dans la partie, d'écrire une scène, une mise en place comme ça. Si par exemple après dans une partie de Cthulhu il demande au joueur qu'est-ce qu'on fait, on ira bien à la bibliothèque pour chercher dans les bouquins, la scène va se faire de toute seule. Il faut aller à la bibliothèque, on va chercher des bouquins, ça peut être réglé en quelques jets de dés, ça peut faire du roleplay, ça c'est un petit peu à chacun de voir. Mais en général c'est souvent le maître de jeu qui va dans un jeu tradi qui va mettre en place une scène. Mais les joueurs peuvent aussi très bien le faire. Eux aussi peuvent très bien se dire tiens, ce serait peut-être sympa si maintenant on allait à tel endroit voir tel machin et parler de tel truc, ou bien à la limite même une scène entre eux-mêmes. Ça peut être sympa aussi en deux joueurs dire clairement sur ce point-là on n'est pas spécialement d'accord, on va peut-être faire voir une scène un peu sympa où on se frite un peu gentiment pour savoir comment on va continuer l'aventure, sachant qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur ce point-là. Voilà, ça c'était pour donc la partie animateur. Et maintenant qu'on a dégagé ça, on peut commencer à parler de choses un petit peu plus sérieuses. La partie créateur. Alors, la création... Oui. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Donc là, ici, ce qu'il disait, c'est que la partie logistique et plus technique était un peu plus facile à éventuellement se partager, mais au niveau de la narration, c'est parfois pas facile. Et il donnait l'exemple dans Fiasco, au bout d'une partie, tout le monde est crevé parce que tout le monde doit absolument participer tout le temps pour mettre en place des scènes, pour avoir des idées, etc. Et c'est une super transition, c'est exactement ce genre de choses dont je parlais maintenant. Donc la partie créateur. En général, la création, elle se fait à deux endroits différents, soit en amont, quand on prépare, soit vraiment au cours de la partie en tant que telle. Alors, en amont, là, les joueurs ne peuvent pas faire grand-chose, le maître de jeu est tout seul face à sa feuille blanche, mais pas spécialement. Moi, un truc qui me plaît assez bien dans la création, c'est la création de groupe. On est là tous autour de la table, on sait à la limite plus ou moins ce qu'on va faire, mais on n'est peut-être pas trop sûr. Et puis on discute entre nous. Qu'est-ce qu'on va faire comme perso, ça va être quoi leur groupe, ça va être quoi leur motivation, et on verra même plus tard dans d'autres exemples, mais en fait vous êtes tous, c'est quoi la région, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une ville, un village, c'est qui est là, est-ce qu'il y a des créatures bizarres, est-ce qu'il y a des dangers, est-ce qu'il y a des légendes, des machins comme ça, on peut faire plein de choses comme ça. Et donc vraiment avant la partie, quasiment en amont, plutôt que le maître de jeu se faire chier tout seul devant sa feuille, on peut faire ça tous ensemble. Bon, j'y reviendrai plus en détail plus tard, mais donc voilà, il y a vraiment deux parties un peu distinctes, mais ici surtout c'est ce qu'on va voir, c'est quasiment en cours de partie ou juste avant. Alors, partage de narration, on va quand même arriver au truc. Il faut toujours commencer petit. Ça sert à rien d'arriver une première partie devant le mec et de dire il paraît qu'il y a une guilde de voleurs, elle est comment, c'est qui le chef, comment ils sont organisés, c'est quoi les rangs qui sont dedans, ils ont un coup prévu, le pauvre il va être noyé, c'est foutu. Donc si vous avez des joueurs qui sont un peu timides ou un peu coincés pour n'importe quelle bonne raison, vous toujours commencer petit. Donc toujours commencer par leur personnage. A priori ça, ils ont déjà une meilleure idée. Posez-leur des questions sur leur perso. Posez-leur des questions sur le matériel. Tiens, ton épée, tu l'as acheté quelque part, ou bien c'est celle que t'a légué ton père, des petites choses comme ça. Alors un truc qui va être super important dans tout ce que je vais dire ici, c'est que chaque fois qu'un joueur va contribuer, il faut utiliser ce qu'il vient d'inventer. Si le mec vous raconte un truc sur son épée que c'est son père, c'est super, il faut absolument utiliser ça à un moment ou à un autre. Si ça part dans l'eau, le mec se dit super, j'ai écrit un truc, ça sert à rien, la prochaine fois qu'il me demande un machin, j'ai pas envie de répondre. Donc ça c'est une autre des règles d'or, c'est toujours utiliser les contributions de vos joueurs. Ils vous disent un truc, même anodin, à la limite, c'est quoi le nom de l'aubergiste, ils vous le donnent. Dans votre scénario plus tard, la fille qui va se faire kidnapper, ça va pas être la fille du bourgmestre, ce sera celle de l'aubergiste. Ils l'ont créé et au moins ils ont dit merde, ils voient que j'ai de l'intérêt dans ce que je crée, et donc pour ça c'est assez important.
Ça peut être plein de choses. Ensuite, une fois qu'on est arrivé au point du personnage et qu'on va un petit peu plus loin, on peut aussi commencer à passer à des détails dans le monde. Comme je disais, le nom de l'aubergiste, le nom d'une corporation, des petites choses sur l'endroit où ils sont. Ça peut être que des détails. Et petit à petit, vous allez déjà commencer à pouvoir voir quelles sont les personnes qui accrochent à ça, qui ont des bonnes idées, qui ont envie, celles qui sont bloquées, celles qui sont un peu difficiles. Et comme je disais, on est plusieurs à table. À la limite, s'il y en a un, vous lui demandez un truc, il est complètement coincé sur le nom de l'aubergiste, vous regardez, quelqu'un a une idée, et puis il y aura bien quelqu'un qui va, oh, tiens, l'aubergiste s'appelle Duroc, et puis hop, on est parti. Un corollaire de ça, c'est que si vous posez une question sur un truc que vous ne voulez pas avoir la réponse, il ne faut pas poser la question. Si vous posez une question sur un PNJ qui pour vous est super important dans votre scénario et que le mec vous raconte qu'en fait le mec est malade, il va crever dans 2 jours et que c'est votre grand méchant, ça ne va pas le faire. Donc réfléchissez quand même à vos questions, faites pas n'importe quoi. Au départ, comme je disais, de toute façon, ça va être en général des petits détails, donc c'est pas grave, mais au fur et à mesure qu'ils vont prendre un petit peu l'habitude et que ça va être un peu plus naturel chez eux et qu'ils vont pas se coincer, oh, mon Dieu, on m'a demandé un truc, qu'est-ce que je fais ? Vous pouvez aller un peu plus loin. Mais du coup, ça va toujours être sur des choses qui, soit vous n'avez aucune idée, ou qui n'auront énormément pas trop de conséquences sur le scénario que vous allez vouloir jouer. Si vous avez une idée bien précise de ce qui va se passer plus tard, sur un truc bien précis, si vous posez une question là-dessus qui part sur une autre direction, à la limite, pourquoi pas, si vous êtes capable de pouvoir rebondir là-dessus, mais c'est pas toujours évident. Personnellement, j'aime énormément l'improvisation, mais c'est parfois un peu stressant. Et donc surtout quand on commence à préparer des trucs et puis que tout d'un coup les mecs passent complètement ailleurs, faut bien aller ailleurs pour les suivre, mais c'est pas toujours évident. Donc, si vous n'avez pas envie de connaître la réponse, ne posez pas la question. Oui. Oui, effectivement. Donc la question, c'était leur montrer qu'il y a un intérêt à apporter de l'eau au moulin, que leur participation est intéressante. Quelque part, ça rejoint un petit peu ce que je disais dans le réutiliser toujours ce qu'ils vous racontent. Donc poser une question d'un truc et puis la réponse, il faut la réutiliser après. Et automatiquement, ils vont voir que l'intérêt, c'est que ils ont partie prenante dans la création de l'histoire, du monde, du truc dans lequel ils sont. Et c'est pas juste une idée lancée à l'air qui va juste retomber par terre. Donc pour moi, elle vient de là. Mettre en valeur et utiliser ce qu'ils inventent, pour moi, ça va naturellement venir. Effectivement, maintenant, comme je le disais, parler à ces joueurs, si on m'envoie que ça coince, expliquer-leur, tiens, moi, ce que j'essaye de faire, c'est ça. Je pense que ça peut peut-être amener ce genre de choses. Et plutôt que d'essayer de le faire en filou, c'est aussi effectivement une bonne technique. On peut revenir à la première règle d'or, donc parler avec vos joueurs. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a commencé avec des petites choses et que petit à petit on peut commencer à enlever les roues de leur bicyclette pour qu'ils commencent à rouler un petit peu plus seuls, on peut commencer à passer une vitesse au-dessus et donc arriver à, par exemple, des détails sur le monde, des détails sur la région dans laquelle ils sont, sur la ville, peut-être des détails sur le clan de vampires auxquels ils appartiennent, qui seront peut-être au départ pas super importants, mais de toute façon vous allez réutiliser plus tard, et puis petit à petit vous allez commencer à pouvoir aller plus loin, jusqu'au moment où en fait vous arrivez vraiment les mains dans les poches et juste en discutant un petit peu, vraiment lancer tout de A jusqu'à Z, puisque vous n'aurez rien créé avant, vous n'avez pas le temps. Vous pouvez aussi leur parler des PNJ. Après tout, vous n'avez peut-être pas d'idée sur le Johnson qu'ils doivent aller voir pour leur mission dans Shadowrun. Pourquoi est-ce qu'eux ne pourraient pas leur donner un peu plus de détails de comment ils l'ont connu, pourquoi ça se fait qu'ils reviennent tout le temps chez lui, des trucs comme ça, auxquels vous n'avez pas spécialement pensé, qui n'ont peut-être pas spécialement d'importance au départ, mais après, une fois de plus, réutiliser tout ce qu'ils vont vous inventer pour la suite. Créer des tailles sur le monde, ça peut aussi passer par les compétences. Ça c'est en fait un truc auquel on ne pense peut-être pas toujours.
mais les compétences, c'est une source inépuisable d'informations et de partage de narration, puisque quand vous allez demander, par exemple, un jet d'histoire au mec qui a la meilleure compétence d'histoire du groupe, vous pourrez lui dire, ok, mais en fait, qu'est-ce que tu connais sur cette tribu-là? Et donc, posez-lui des questions, demandez-lui un petit peu quelles sont leurs coutumes, comment est-ce qu'on peut les approcher, quelles sont leurs langues, n'importe quoi. Après tout, c'est lui l'historien, c'est lui le spécialiste, autant qu'il invente toute une série de choses comme ça. Et les compétences aussi, c'est super bien pour les contacts. Comme vous êtes la personne qui a la meilleure compétence d'histoire, vous connaissez sûrement plein d'autres historiens, et donc si vous avez besoin à un moment d'un truc un peu particulier, il suffit de vous demander à votre joueur, tiens, toi qui es super fort en histoire, tu connaîtrais pas quelqu'un, et posez-lui des questions sur qui c'est cette personne, ce qu'elle sait, et petit à petit, et puis incorporer de nouveau, c'est un nouveau PNJ qui est là, et il faudra clairement l'utiliser. Ça sert à rien de faire un machin dans le vide, comme je le disais, réutiliser toujours ce que vos joueurs inventent. Dans vos questions, un petit truc comme ça en passant, essayez de ne pas être trop péremptoire, essayez d'être le plus large possible. Ciblez bien vos questions. Si vous leur demandez c'est quoi la région, c'est un peu vaste. Si vous commencez déjà à leur demander tiens, dans la région il y a une forêt, il s'est pas passé un truc il y a quelques années, tout de suite ça va être beaucoup plus facile pour vous inventer des trucs. Et alors, petit à petit, une fois qu'on commence à avoir un petit peu plus d'habitude, on peut commencer à se lâcher un peu plus avec des morceaux de scénario. Vous pouvez très bien maintenant, pour un truc en particulier, si vous n'avez pas d'idée sur une enquête, les laisser eux-mêmes petit à petit inventer eux-mêmes leurs indices, leurs propres trucs, et leur dit tiens, au fait, sur sa scène de crime, qu'est-ce que vous avez trouvé? Des douilles, du sang, n'importe quoi. Et réutiliser de nouveau ces trucs-là pour eux. Et alors, comme je le disais, un peu une de mes règles d'or, donc chaque fois que quelqu'un comme ça a créé un truc, surtout reprenez la main et réutilisez ce machin-là directement. Dans le cas de l'investigation, par exemple, automatiquement, on sait exactement ce qu'ils ont trouvé comme indice, donc du coup, on a déjà une meilleure idée par après de vers quoi on va aller. Si on a trouvé des douilles, on va faire une analyse et on va peut-être retrouver un flingue derrière avec un numéro de série particulier, voir à qui ça appartient. Et donc du coup, il y a une espèce de fil comme ça qui va se découler, que vous allez pouvoir reprendre à votre compte pour avancer dans l'aventure. Je crois que c'est à peu près tout. Et puis voilà, maintenant ils sont passés du VTT de 5 ans au vélo de course, et donc ils peuvent commencer petit à petit à avoir un peu plus d'emprise sur la création et avoir des vraies responsabilités, et arriver vraiment au point où, comme je le disais un peu plus tôt, d'arriver calmement à la table et qu'on invente tout depuis le départ, de A jusqu'à Z, tous ensemble, la région où on est, la ville, les machins, etc. Et bêtement, avec quelques bonnes questions ciblées, commencer à avoir plein d'idées qui permettront d'aller plus loin. Et on peut même aller plus loin, par exemple, en donnant toute autorité à un des joueurs sur un truc bien particulier, sur une faction, sur une corpo, sur un gang, sur une guilde, que sais-je encore, et donc voir avec lui comment elle se comporte. Et si jamais dans le scénario on a une idée sur, par exemple, tiens, la guilde des assassins machin, en général, comment ils travaillent, tournez-vous vers ce jour-là, posez-lui la question, et après c'est sa guilde, c'est son truc, c'est son machin, et lui pourra commencer petit à petit avec l'aide des autres, éventuellement, à inventer et être un peu en charge être le maître de jeu de cette guilde, quelque part. Ça peut marcher aussi avec les lieux, ça peut marcher à peu près avec tout. Et donc ce partage de narration, en fait, ça va passer, comme je le disais, d'abord par des toutes petites choses, des petits détails, et puis arriver un petit peu plus, de plus en plus de choses au fur et à mesure. Tout ça par un jeu de questions et un jeu de s'approprier aussi les caractéristiques du personnage, pour passer, comme je le disais tantôt, sur
les compétences, qui peuvent être donc des sources d'informations, qui peuvent être des sources de contact, et voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Oui, ben voilà. Voilà, donc bah, je n'ai pas vraiment de conclusion spéciale à donner. Je dis simplement que le jeu de rôle est un jeu de dialogue, et donc avec un jeu de questions, bah, on peut petit à petit, avec juste des petits détails au départ sur c'est quoi l'aubergiste, commencer à arriver à les pieds sur la table et juste entre nous 4, nous 5 ou nous 6, inventer un début d'histoire, inventer un début de monde, et puis partir à l'aventure avec ça, quoi. Voilà. D'autres questions? Ah, pour passer le micro? Soit de ça, ou je répète la question, moi je m'en fous. Ouais. Un des autres intérêts, je pense, du partage des responsabilités autour de la table et de la narration, c'est avoir un retour de la perception des joueurs. Le MJ, on a tout en tête, traditionnellement, et on le voit sous notre point de vue des MJ omniscients. On ne sait pas, on n'a pas toujours la perception de comment les joueurs voient ce qu'on leur a raconté, ce qu'ils ont retenu d'important. Et donc avoir le retour de perception ainsi en leur demandant de partager la réaction, on sait sur quoi ils accordent de l'importance, on sait sur quoi s'accrocher, on sait ce que eux veulent avoir. Ouais. Oui, donc voilà, ce qu'on disait ici, c'est que parfois le maître de jeu un peu omniscient n'est pas toujours sûr exactement de ce qui peut intéresser et accrocher les joueurs, et le fait de poser des questions et de voir quelles sont leurs réponses et vers quoi ils veulent aller, bah, tout de suite ça permet de réorienter le jeu vers les choses qui les intéressent vraiment. Si on lui demande d'où vient son épée, il a dit bah je l'ai acheté, bah, son épée il s'en fout, on peut passer à autre chose, quoi. Oui, donc ce qu'on disait ici, c'est que voilà, pour la préparation, plutôt que de préparer 500 PNJ et 300 factions et de ne pas savoir très bien ce qu'on va utiliser, vu que en partie les questions vont orienter directement sur quelque chose de précis, ce qu'on va créer en partie va être réutilisé directement, et il n'y a pas de perte, il n'y a pas de déchets, et c'est du 100% rentable, quoi. Tu as donné beaucoup de conseils par rapport à tout ça, mais est-ce qu'il y a aussi des procédures qu'on peut vraiment mettre en place lors d'une partie? Tu as évoqué à peu près les questions orientées, mais est-ce qu'il y a d'autres types de procédures qu'on peut mettre en place de manière à ce que justement les joueurs de plus en plus prennent l'initiative quelque part de partager la narration, d'amener leur propre input? Ouais, donc voilà, Bastien disait, est-ce qu'il y a des procédures particulières justement pour amener ça? Les questions orientées, effectivement, c'en est une. Les playbooks aussi, parfois, sont super intéressants pour ça, parce que dedans, il y a plein de choses en fait, que le joueur doit décider. Je pense par exemple en PBTA, un truc souvent ce qu'on a, c'est des questions sur les relations qu'on a entre les PNJ. Tiens, quel est le mec que tu as sauvé une fois, dans quelles circonstances, pourquoi, ce genre de machin. Ça aussi, ça permet d'amener de la narration, et ici en particulier des liens entre les personnages, mais ça c'est aussi une autre façon de faire. Les livrets d'univers, effectivement, oui, Fiasco, Tech Noir, je pense, je ne me dis pas de bêtises, il y a encore d'autres qui effectivement sont là, et qui donnent par exemple des séries de questions ou bien des tables aléatoires avec toute une série de choses dedans qui permettent de savoir quel est le meurtrier, quel est la corpo qui va être en jeu, c'est quoi son business, toute une série de choses comme ça, effectivement. Et pour décharger un peu tout le monde, les tables aléatoires, ça peut aussi être tout bonheur. Donc, Papy Giga, ça avait déjà bien compris ça à l'époque.
Même s'il c'est peut-être pas aussi bien que maintenant. Surtout si tu appliques la règle énoncée par Jason Hughes dans Terre Sauvage, qui est de dire pose des questions, choisis, puis tire sur le tas aléatoire. Donc il y a vraiment une gradation dans ce qu'on peut faire en termes de partage de la narration. Voilà. Pierre, dans le fond, tu avais une question? Ok, donc ce que Pierre disait, c'est que bon, ici, tous les conseils que je donne sont surtout pour des maîtres de jeu expérimentés. C'est pas tout à fait faux, c'est même assez vrai. Le fait d'utiliser des procédures, comme Pascal disait, en général, ça par contre, c'est vraiment quasiment à la portée de n'importe qui. Un livret ou une table de génération de scénarios, de machin, n'importe qui peut l'utiliser. Et ce que tu disais aussi, c'est que il faut être super vigilant parce que parfois les joueurs vont créer des tas de trucs qui vont foutre en l'air ton scénario. Je dirais que quelque part, le but au finish, c'est plus de trop avoir de scénario. Et donc, du coup, tu sais rien casser parce que tu sais pas très bien ce qui va se passer après. Joue pour voir ce qui va se passer, quoi. Le mec qui va trouver tout de suite le meurtrier, c'est pas grave, il l'a trouvé, on va passer sur autre chose après. Et puis, c'est pas. Ah, effectivement, quand tu as passé 10 heures à préparer le machin, ça te fait un peu chier, mais c'est un peu le but de tout ça, c'est aussi pour pouvoir moins préparer le truc et venir un petit peu plus comme les joueurs, les pieds sous la table et regarder un petit peu ce qu'on va faire. Non, les deux sont compliqués. Arriver à trouver l'équilibre entre les deux, vraiment très très compliqué. Entre j'ai des idées, j'ai un scénario, j'ai un machin, et je laisse faire façon n'importe quoi mes joueurs, ils vont tout me casser. En général, on tend plus vers l'un vers l'autre. Le juste milieu est vraiment en général super compliqué à appliquer, super casse-gueule. C'est pas le même kiff, non, mais comme je le disais au début, en même temps, il y a certaines personnes pour qui ce machin, ça va jamais marcher, et il y a les joueurs qui vont faire qu'une chose. Moi, j'ai envie de rester là. Je mets mon cul sur la chaise, je lance les dés et j'écoute le maître de jeu. Voilà, s'ils veulent faire ça, ils veulent faire ça. Non, il y a... Ouais, non, oui. On peut venir avec un truc et tout le monde de crew, ou bien... Ouais. Ouais, non, c'est tout à fait. Mais en même temps, le jeu de rôle est un machin hyper vaste et tu vas voir les fans d'un machin qui vont jouer à du FU d'un côté et puis Pathfinder de l'autre sans avoir de jugement aucun entre quoi que ce soit. C'est juste que voilà, c'est pas les mêmes plaisirs. C'est pas le même plaisir que d'aller au cinéma ou aller au théâtre. Voilà. Oui, oui. Mais en même temps, il faut le tâter au petit à petit. Bon, si tu connais bien tes joueurs, tu sais que tu peux y aller à fond, tu y vas à fond. Si tu les connais pas parce que tu es dans un club et que tu connais pas les 4 gugus qui sont autour de la table, tu y vas petit à petit, et puis tu vois ce qui se passe. Il y a des machins sur lesquels il va accrocher, d'autres pas, et puis voilà. Non. Oui, clairement, il y a pas mal de conseils qui sont plus pour des maîtres de jeu expérimentés, oui. Un peu plus de 40. 44 44 74, oui.
Bah, la pratique, oui, c'est ça. La pratique a bêtement évolué, et puis c'est tout. Et puis dans 10 ans, on fera peut-être encore d'autres choses qui sont encore mieux que maintenant, mais voilà, oui. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit réservé à des maîtres de jeu expérimentés. C'est une autre pratique et ça dépend de comment tu apprends. J'ai l'impression, pour le faire un petit peu, on en parlait ensemble tout à l'heure, que c'est d'autant plus difficile quand tu as l'habitude de faire du jeu de rôle classique, de te décrotter de toutes tes vieilles habitudes, plutôt qu'à un moment donné, prendre quelque chose et l'appliquer. J'ai remarqué ça. On a tous nos habitudes, mais en même temps, les conseils que je donne ici, on peut les pratiquer petit à petit, et même pour le maître de jeu, faire ça au goutte à goutte, et voir jusqu'à quel point lui se sent à l'aise. S'il a toujours envie d'avoir un scénario maîtrisé avec de A jusqu'à Z, clairement, il y a des tas de trucs qu'il ne peut pas faire ici. Il ne peut pas arriver en mettant c'est quoi la guilde, parce qu'il a besoin de savoir ce que c'est la guilde. Attends, je vais d'abord donner... Oui. Personnellement, j'ai jamais arrivé devant mes joueurs en n'ayant rien préparé. J'aime beaucoup préparer un scénario et je leur ai jamais posé de questions. Mais à partir du moment où je demande à mes joueurs de décrire le background de leur personnage, d'office, je vais utiliser les idées qu'ils amènent dedans. Je pense qu'on peut trouver un équilibre entre un jeu de rôle traditionnel et ce genre de choses, parce que même le joueur, si on fait vraiment du Fortress Trésor avec un donjon dessiné, à mes yeux, pour moi, je joue le bateau finalement, on amène, je veux dire, les joueurs amènent de toute façon des idées, ne serait-ce que dans leur manière d'incarner leur personnage, de créer une vie de famille, un père, un mari, une femme, un enfant, que sais-je. Et c'est toujours intéressant d'utiliser leurs idées. Personnellement, je maîtrise entre autres une campagne à Loup-Garou où j'ai des joueurs fournis d'idées, de plans, et qui sont extrêmement proactifs dans la mise en œuvre de leur personnage, dans leur recherche. Et je passe mon temps à revenir sur leurs idées et à improviser des trucs. Oui. Donc voilà, l'intervenant ici, ce qu'il disait, c'est qu'il aime bien préparer ses scénarios, mais malgré tout, les joueurs aussi viennent avec des idées, avec leur background, etc. Et en fait, c'est un petit peu ça le secret du truc, c'est que quelque part, la narration partagée, on l'a toujours fait. C'est juste qu'on s'en rendait peut-être pas compte, parce que quand un joueur vient avec un background pour son perso, quelque part, il veut partager la narration, il vous offre des idées, là. Surtout utilisez-le. Le pire, c'est les backgrounds de 10 pages qu'on s'amène et le maître de jeu ne fait rien avec, quoi. C'est exactement la même chose que ce que je dis, quoi. Quand il propose quelque chose, réutiliser ce machin-là. Oui, mais s'il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans les 10 pages, il n'y a rien. Mais C'est pareil, un maître de jeu qui vient avec aucune idée, ça peut aussi plomber un machin. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je me fais vraiment l'avocat de dire qu'il faut transformer tous ces conseils en procédures. Parce que, je vais prendre un bête exemple, mais si tu es en train d'apprendre à quelqu'un à conduire et que tu lui dis passe une vitesse et que le type ne sait pas qu'il faut passer sa vitesse, il doit d'abord débrayer et puis qu'il doit mettre sa vitesse sur son embrayage et puis qu'il doit réaccélérer un petit peu et puis embrayer en douceur, le moteur cale et ça s'arrête. Et c'est à ça que servent les procédures. C'est qu'à un moment donné, donner un conseil, c'est dire passe une vitesse, mais c'est encore mieux s'il a la procédure pour le faire en douceur et pour que vraiment ça permette d'améliorer les choses. Oui. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on est un peu dans cette période charnière où on a plein de conseils, on commence à voir les procédures, mais il faut vraiment maintenant, je pense, essayer de streamliner ces procédures. mais oui. Donc ce que disait Bastien, c'est que tous ces conseils sont bien, mais si on ne donne pas des procédures derrière, quelque part on n'a pas le manuel pour utiliser tous ces conseils. Mais je pense qu'on est effectivement à un moment un peu charnière où ça fait quand même un paquet d'années maintenant où il y a quand même plein d'idées comme ça, des jeux dits narratifs ou un peu plus de ce courant-là, qui sont petit à petit réincorporés dans les jeux plus traditionnels. Et ces procédures-là, en fait, on en a dans plein de trucs. Pour prendre un exemple que je connais super bien, en fait, on explique comment faire pour créer un univers tous ensemble autour de la table. C'est quoi vos idées, sur quoi on va partir, on va faire du medfad, du space op, des machins, et tout le monde se met ensemble pour discuter, brainstormer, et puis on a des idées. Dans le cas de fait, on balance des aspects, et puis c'est parti, on n'a besoin de rien d'autre, quoi. On vient tous égaux autour de la table avec zéro préparation et juste plein d'idées et plein d'envies, et qu'il faut mettre ça en commun. Et ces procédures-là arrivent petit à petit et commencent à envahir les jeux de rôle traditionnels. On va gagner. Il y a quand même un truc à prévoir quand des jeux de rôle sans préparation, ou presque, type Dead Candles,
crever, il faut quand même prévoir un backup. Si les joueurs ne sont pas inspirés. Parce qu'en fait, le jeu se base sur un mystère dedans, mais prévoir des trucs au cas où la sauce ne prend pas tout de suite, et pour les inspirer, qu'ils aient une base, malgré tout pour nourrir leur imaginaire au début. Ouais. Donc ce qu'on disait ici, c'est que parfois c'est bien arrivé avec un backup avec comme quelques idées si jamais ça bloque. Effectivement, ça ne peut jamais faire de mal, mais en même temps, en général, quand on est 4 ou 5 contre la table, il y a quand même bien toujours bien un au moment qui aura une idée sur un truc. Et donc logiquement, ça devrait arriver à décoincer au moins une situation et partir un peu plus loin, quoi. Et comme disait Bastia aussi, si on a maintenant des jeux avec des procédures bien précises, ça ne peut qu'aider parce qu'il suffit de regarder sur ta feuille et puis suivre l'étape A, B, C, et ainsi de suite. Mais ces procédures, on est seulement plus ou moins en train de commencer à les mettre en place depuis quelques années, pas plus. Je me réjouis de voir dans 15 ans où on en sera. Voilà. On pourrait peut-être...